Une vie, une œuvre, merci de nous retrouver. Aujourd'hui, une émission sur une femme de lettres allemande d'origine russe qui faisait tourner les têtes, Lou Andrea Salomé, 1861-1937. Femme fatale, mangeuse d'hommes, véritable Messaline. Sans doute Lou Andrea Salomé était-elle un peu cela, mais elle était avant tout une muse, une inspiratrice, une femme dont on dit que 9 mois après qu'elle ait planté son regard dans les yeux d'un homme, celui-ci a couché d'un chef-d'œuvre. À vrai dire, c'est beaucoup la sœur de Nietzsche, Elisabeth, qui a insisté pour que l'histoire retienne avant tout le côté sulfureux de Lou Andrea Salomé, dépitée qu'elle était de la relation, pourtant platonique, qu'elle entretenait avec son frère. Mais Lou était bien plus que ce que l'on a bien voulu en dire. C'était une femme libre, un écrivain célébré dans les salons de Berlin et de Vienne, un esprit bercé par la philosophie de Spinoza et de Kant, une écrivaine, voyageuse, profondément spirituelle, comme vous allez l'entendre dans cette émission de Tiffaine de Rocchini et Marie-Laure Ciboulet. Frédéric Nietzsche, printemps 1884. Parmi toutes les rencontres que j'ai faites, celle avec mademoiselle Salomé est pour moi la plus précieuse et la plus fructueuse. C'est seulement depuis ces relations que je suis mûr pour mon Zarathustra. Rainer Maria Rilke, 9 juin 1897. Jamais auparavant, dans ma tâtonnante hésitation, je n'avais aussi fortement senti la vie, cru dans le présent et reconnu l'avenir. Tout ceci arriva parce que j'eus la chance de te rencontrer, à un moment où j'étais en danger de me perdre dans l'absence de forme. Sigmund Freud, 10 novembre 1912. Vous m'avez manqué hier soir à la séance. J'ai pris la mauvaise habitude de toujours adresser ma conférence à une certaine personne de mon cercle d'auditeurs et ne cessais hier de fixer comme fasciné la place vide que l'on vous avait réservée. Ce qui frappe quand on voit les photos de Lou, d'abord c'est sa prestance. Elisabeth Barillet, écrivain. C'est son port de tête, c'est la magnifique masse de ses cheveux blonds, c'est ce visage en même temps très fier et très sûr de lui. C'était une jeune femme qui avait tout à fait conscience de sa valeur et de son étoile. Et ça, je crois que c'était irrésistible. Physiquement, je pense, en effet, ses parents étaient d'origine, sa mère d'origine danoise, son père balte, donc bâti assez puissamment, mais avec de grandes voluptés, de gestes, de regards. Donc et puis lié à une liberté de mouvement aussi, lié à une liberté d'être. Je pense que c'était une femme qui appelait un chat un chat. Dans ces années-là, c'était assez peu commun. Donc vous avez cette grande intelligence qui se déploie en toute liberté. Elle a de très beaux traits, un peu slave, les pommettes hautes. Tous les gens qui l'ont rencontrée s'accordaient à dire qu'elle avait, dans sa jeunesse, quelque chose d'assez androgyne. Dorian Astor, biographe de Nietzsche et de Lou Andrea Salomé. Un visage peut-être quelquefois de jeune garçon, peu de rondeur, peu de poitrine. Et surtout, tout le monde est un peu surpris parce que, d'un point de vue intellectuel, c'est une espèce de garçon manqué. Et qu'elle discute d'égal à égal avec les hommes. Alors ça, évidemment, les hommes, à la fois ça les attire et ça les châtre un peu. Voilà, il y a toute une fantasmatique autour de Lou Andrea Salomé, aussi de la castratrice. Ah, évidemment, oui, voilà. Elle est beaucoup plus que ce qu'on attend d'une femme. Lou von Salomé, la petite Louise, naît en 1861 dans la ville de Saint-Pétersbourg, la ville des Tsars. Isabelle Mons, docteur en littérature comparée. La Russie des années 1860 est marquée par l'abolition de l'esclavage en 1861. Donc on peut dire que sa date de naissance est marquée par cette décision historique et politique. Un raccourci rapide, naturellement, serait ridicule que de dire que il y a un symbole dans la rencontre de ces deux événements la même année. Mais peut-être pas finalement. Peut-être Lou von Salomé a-t-elle été une libre penseuse, une femme de liberté, peut-être marquée finalement par le destin de son pays. Elle naît en Russie, mais dans une famille germanophone où on parle français. C'est ce milieu qui lui permettra d'aller directement en Suisse, en Italie, en Allemagne, et d'être partout chez elle.
Lou avait été éduqué en 3 langues, le russe, le français et l'allemand, qui sont finalement les 2 langues représentées par le couple parental et par les origines familiales. Allemande du côté de sa mère de Hambourg et de son père, mais également française, puisque dans Salomé, il y a les origines provençales de son père. Son père, Gustav von Salomé, le général von Salomé, sert le tsar. Son enfance est bercée par un amour paternel profond, chaleureux, protecteur, et qui s'oppose à une certaine distance, une certaine froideur de sa mère, Louise von Salomé, qui porte donc le même prénom. C'est la dernière de 5 garçons, effectivement, grande déception de sa mère qui voulait un 6e fils. Cette image des grands frères la suivra toute sa vie quant à l'imago masculin qu'elle se fera naturellement des hommes qui l'accompagneront, quelle que soit la relation qu'elle entretiendra avec eux. Elle avait 3 frères, 5 en tout, mais 2 sont morts en bas âge. Elle avait 3 frères. Elle a été éduquée parmi les garçons comme un garçon. On faisait du sport, on se baladait pieds nus dans les parcs, etc. Elle tirait la veste des soldats postés en garde. Voilà, il y avait une grande liberté dans ces milieux-là. C'est une petite fille rêveuse. C'est une petite fille, dirons-nous, davantage contemplative. Et peut-être cette contemplation est-elle encouragée justement par la protection qu'elle reçoit de son père. C'est une naissance des années de vieillesse pour lui. Et c'est cette petite fille tant espérée qu'il veut protéger finalement de la conformité de l'éducation des autres enfants. Et il l'autorise au départ à aller dans une école privée et ensuite de recevoir une éducation à domicile. Lou, qui est adolescente, assiste un jour à un sermon de Gillot. Hendrik, c'est un Néerlandais qui a une paroisse protestante à Saint-Pétersbourg, fait partie de cette frange des protestants libéraux, rationalistes, philosophes. Donc il essaie d'accorder la religion à l'esprit critique. Et là, elle fait une chose absolument inimaginable à l'époque. Donc elle a, en 78, elle a donc 17 ans. Elle lui écrit une lettre en secret de ses parents et lui dit « La personne qui vous écrit, Herr Pastor, est une fille de 17 ans, esseulée au milieu de sa famille et dans son entourage. Seule en ce sens que personne ne partage ses points de vue, et encore moins ne satisfait son ardente envie d'en savoir davantage. Peut-être est-ce toute ma façon de penser qui m'isole de la plupart des filles de mon âge et de notre milieu. On ne peut guère imaginer rien de pire ici, pour une jeune fille, que de s'écarter de la norme dans ses goûts et ses dégoûts, dans son caractère comme dans ses points de vue. Mais il est si cruel de devoir tout garder pour soi, de crainte de choquer, si cruel d'être si absolument seul, faute d'avoir ces manières agréables et accommodantes qui vous valent la confiance et l'amour des autres. » C'est une lettre absolument insensée. On a l'impression que voilà, elle parle d'une passion amoureuse et elle parle en réalité d'une passion de la connaissance. Et donc Gillot est extrêmement surpris, fasciné par l'audace de cette jeune fille, et il répond à ses attentes et accepte de la former. D'abord en secret des parents, ensuite avec, non pas l'approbation, mais faute de mieux, l'acceptation des parents, qui craignent évidemment pour la réputation de leur fille. Elle passe des heures seule dans le bureau de cet homme qui est un homme marié, en outre, dont le mariage est un échec. Et là, si l'on en croit les récits de Lou, y compris fictionnels, eh bien, il représente pour elle ce qu'elle appellera l'homme-dieu, c'est-à-dire celui, le premier, devant qui elle va se soumettre. Elle va courber la nuque, suivant une image très forte dans son premier roman, Combat pour Dieu, qui sera écrit plus tard, et elle va se soumettre au joug de cette autorité intellectuelle, spirituelle, masculine, de ce premier maître. Voilà. Et Gillot sera extrêmement sévère dans son apprentissage, mais tout pasteur qu'il est, c'est la philosophie qui va lui faire découvrir, et en particulier Kant et surtout Spinoza.
Ce pasteur Hendrik Gillot va en fait remplacer le pasteur qui avait été décidé par son père, le pasteur Herman Dalton, un pasteur trop dogmatique à ses yeux, qui ne lui permettait pas une pleine expression de sa soif de connaissance et qu'elle va pouvoir assouvir bien volontiers aux côtés de Hendrik Gillot. Il correspond davantage à sa curiosité des textes religieux et aussi à la libre expression de sa foi, qui peut aller à l'encontre de la foi qui devait lui être enseignée précédemment. Comment elle voit Dieu? Quelle relation elle entretient avec son propre Dieu? C'est un Dieu qui lui passe tous ses caprices. C'est-à-dire que ce n'est pas le Dieu autorité, le Dieu des 10 commandements. Au contraire, c'est un Dieu qui fait des cadeaux, c'est un Dieu qui est d'accord avec elle, c'est un Dieu qui n'est pas une figure paternelle, c'est plutôt une espèce de camarade de jeu. Les confidences qu'elle fait à Dieu le soir en s'endormant, ce Dieu qu'elle tutoie, puisqu'elle n'hésite pas à ponctuer ses confessions du soir par un « comme tu sais ». C'est ainsi qu'elle en témoigne dans ses mémoires intitulées « Ma vie ». Ce « comme tu sais » qu'elle adresse à Dieu dénote d'une familiarité avec la toute-puissance, et on peut imaginer pour cette petite fille de 5-10 ans l'effroi qui va être le sien lorsqu'un beau jour elle prend conscience, ou plutôt elle souligne, que Dieu ne lui répond pas. Et là, pour elle, s'installe un vide. Et ce vide n'en est que renforcé lorsqu'elle perd son père. Elle le perd très tôt, en 1878, donc elle a 17 ans. Alors Lou a grandi, 17 ans, puis 18 ans, etc. Et Gillot est tombé fatalement amoureux de Lou. Et tout cet échange, qui était sans doute, d'après les textes, ambigu, en tout cas, la relation était extrêmement sensualisée, sexualisée, en tout cas, sensualisée. Et évidemment, dans la logique des choses et de l'époque, dès que Lou a été assez grande, Gillot l'a demandé en mariage. Et ça, c'était la fin de tout. Lou ne comprendra jamais qu'une union spirituelle puisse être rabattue à la fois sur la contrainte sociale du mariage et sur la consommation bassement pulsionnelle de la sexualité. Dès que l'homme admiré devient l'amant potentiel et donc homme incarné dans la matérialité la plus, je dirais... Elisabeth Barillet. La plus, pardonnez-moi, triviale de ses désirs, même si cette trivialité est magnifique, évidemment, mais bon, là, je m'exprime un peu comme Lou. Donc ça la fera fuir. Cet homme, on peut le dire, était amoureux de sa disciple, de son élève, mais il n'y a pas eu réciprocité. Il y a plutôt eu une véritable admiration intellectuelle pour cet homme, mais cela n'empêche que dans ses mémoires, elle place la relation avec Gillot dans un chapitre intitulé « Expérience de l'amour ». Lou von Salome fait sa confirmation en 1880. La confirmation religieuse est une affaire très importante parce qu'elle est obligatoire pour obtenir un passeport, pour quitter la Russie. Donc, Gillot lui donne le nom de Lou, dit-on, parce qu'il était incapable de prononcer le nom russe de Lou qui était Lyola. Il y a une espèce de consécration, comme ça. C'est une espèce de baptême, de seconde naissance. C'est une cérémonie extrêmement peu orthodoxe dans la mesure où, au lieu de commenter les Écritures, elle l'oblige plus ou moins Gillot à commenter un passage du Faust de Goethe. Enfin voilà, on est dans une espèce de mélange complètement démonique, voire démoniaque. Et elle lui fait entendre, par un certain nombre d'indices, qu'il célèbre là une espèce de mariage mystique. Et elle s'échappe. Elle veut aller étudier à Zurich, parce que c'est une des rares universités européennes où les femmes peuvent étudier. Donc il faut voir la situation. La plupart des universités sont interdites aux femmes en 1880 encore. Donc elle part à Zurich.
Mais elle est de santé très fragile, elle a des poumons extrêmement faibles et on lui conseille, comme on conseillait souvent à l'époque, un voyage en Italie, afin de prendre l'air méridional. Voilà. Et donc elle demande des recommandations et elle obtient dans les milieux universitaires et intellectuels de Zurich le nom de Malvida von Meisenburg, qui vit à Rome depuis quelques années, qui l'accueille donc dans les salons qu'elle tient, comme on tient l'aristocratie intellectuelle. Et en 82, lorsque Lou Andrea Salomé est à Rome avec Malvida von Meisenburg, elle rencontre Paul Rée et quelques semaines plus tard Nietzsche, qu'on fait venir de Messine en lui disant « Il faut absolument que vous rencontriez cette jeune Russe ». Paul Rée, un philosophe un peu moins connu du grand public, était très proche de Nietzsche. Nietzsche qui est à la recherche d'une disciple, si possible pour un mariage de quelques années, comme il l'avait proposé autrefois, parce c'est un homme qui connaît des soucis de santé, qui a abandonné l'enseignement à Bâle pour cette raison et qui perd la vue. Et il cherche une disciple qui soit apte à prendre en note et qui, pourquoi pas, recevrait son enseignement pour le faire fructifier. Bon, Nietzsche était évidemment à la recherche d'un disciple, mais quand il rencontre Lou, cette recherche se double aussi d'une recherche amoureuse. C'est-à-dire qu'en Lou s'incarne tout ce qu'il aurait même jamais peut-être osé rêver. Donc ça a été très très compliqué. Nietzsche s'est pris d'une jalousie furieuse envers l'amitié amoureuse que Lou et Paul Rée entretenaient. Il faut revenir à la monographie que Lou von Salomé rédige du philosophe en 1894. Le premier chapitre, intitulé « La personnalité de Nietzsche », relate cette rencontre à la basilique Saint-Pierre de Rome. Et il y a sur plusieurs pages le portrait physique de Nietzsche, sa façon voûtée de s'approcher, qui marque sa timidité, sa réserve. Il y a la description très, très fine, très esthétique de ses mains qui marquerait l'intelligence de l'homme. Comme quoi, l'approche a d'abord été l'approche d'une image, l'approche d'une renommée, plus que la véritable approche d'un homme et d'une jeune femme. Nietzsche dit à Lou von Salomé, qui a donc 21 ans, donc en 1882, cette fameuse phrase « De quelles étoiles sommes-nous tombés pour nous rencontrer ?» Il y a une photo célèbre qui a immortalisé cette trinité en 1982. On y voit Lou Andrea Salomé avec un fouet sur une carriole tirée par les deux philosophes, Nietzsche et Paul Rée. Nietzsche a mis en scène ce que, je crois, on pourrait appeler un fantasme. Stéphane Michaud, professeur de littérature comparée et spécialiste de l'histoire des femmes. Comment est-ce qu'une femme au fouet dirigeait un attelage pour tirer la petite carriole, qui évidemment était fictive, c'était une carriole d'atelier de photographe. Pour tirer cette petite carriole, il y avait deux philosophes, Paul Rée et Friedrich Nietzsche. Donc, dans le scénario que prévoit Nietzsche, et qui est en vérité un scénario imaginé avec les plus vieux fantasmes de la philosophie, parce que ça remonte déjà à la philosophie grecque. Dans cette mise en scène, il n'y a pas d'avenir pour une relation authentique. Paul Rée, Nietzsche et Lou voulaient s'installer ensemble dans une espèce de ménage à trois platonique. En tout cas, Lou avait bien souligné qu'il n'y aurait rien d'autre, alors que les deux autres, et Paul Rée et Nietzsche, n'ont cessé de faire des demandes en mariage. Donc voilà, Lou a 21 ans et elle propose, vraisemblablement, c'est son initiative, une espèce de ménage à trois intellectuel et spirituel qui va faire hurler tout le monde, y compris Malvida von Meisenburg, la mère de Nietzsche, la sœur de Nietzsche, la mère de Paul Rée, etc. Donc c'est très provocateur. Et cette trinité, en réalité, est complètement fantasmée, elle n'aura jamais lieu. Ils ne se retrouveront jamais tous les trois. Pourquoi ? Pour des raisons complexes, c'est-à-dire que Nietzsche et Paul Rée, chacun de leur côté, veulent Lou pour eux tout seuls. Donc Lou et Nietzsche, pendant l'été 82, au mois d'août, passeront 3 semaines ensemble dans une petite cabane à Tautenburg, en Thuringe. Ce seront les
3 plus belles semaines de leur amitié. On voit un Nietzsche qui a à peu près 35 ans, 36 ans, je ne sais plus exactement une Lou qui a 22 ans, qui est encore vierge, mais qui a déjà une force, une puissance. D'ailleurs, c'est ce qui plaisait beaucoup à Nietzsche, cet égoïsme animal qu'elle avait, cette puissance animale qu'elle avait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La rencontre de 2 individus exceptionnels, de 2 esprits exceptionnels, avec ensuite incarné dans des matérialités qui n'étaient pas faites pour s'entendre. Je sens en vous tous les élans de l'âme supérieure. Je n'aime rien d'autre en vous que ces élans. Je renonce volontiers à toute intimité et à toute proximité, si seulement je puis être assuré de ceci, que nous nous sentions unis en ce à quoi les âmes communes n'accèdent pas. Ils se retrouvent jour et nuit pour échanger des textes, pour échanger des idées, etc. On voit Nietzsche aiguiser le style de Lou et on voit Nietzsche nourri de réflexions sur l'amitié entre hommes et femmes, essayant de dépasser lui-même ce fantasme matrimonial qu'il avait avec Lou. Lou, un peu plus tard, dira ce qui nous liait, c'était notre instinct religieux. Alors là, évidemment, ça paraît paradoxal. C'est-à-dire que l'un et l'autre sont en quête d'une transcendance face à laquelle l'homme ne va pas s'agenouiller, mais qui va permettre à l'homme d'être encore plus grand, plus noble que ce qu'il est appelé à être. Nietzsche ne fait que conforter des idées qu'elle a avant, donc sur cette puissance à toujours cultiver en l'homme, afin que l'homme devienne son propre Dieu. Lou von Salome écrit « Mon Dieu, si on voyait comme Nietzsche et moi sautons de problèmes vertigineux en problèmes vertigineux comme des chamois, eh bien si on nous voyait, on nous prendrait pour 2 diables. » Les liens entre Lou et Nietzsche vont se détériorer très vite et vont lui ôter toute perspective de faire de Lou une véritable disciple. Dès la fin 82, début 83, donc quelques mois après leur rencontre, ils se fâchent définitivement. En 1886, elle rencontre Carl Friedrich Andreas à Berlin, dans une pension où il donne, pour survivre, des cours d'allemand, alors que c'est un brillant chercheur. Et là, en quelques mois, d'abord, elle annonce fin 86 ses fiançailles. À la surprise générale. À la surprise générale, sa mère lui demande mais c'est qui? Enfin, parle-nous de lui. Enfin voilà, c'est une décision très subite. Elle se marie très vite, début 87, avec lui. À Zandpoort, le mariage est célébré par Gillot, une perversité de plus. Très compliqué ces affaires-là. Et elle lui dit, enfin on comprend, d'après l'ensemble des témoignages qui nous restent, on comprend que dès le départ, dès les fiançailles et avant le mariage, elle lui dit 1. Nous n'aurons pas d'enfants. 2. Ce mariage sera une union spirituelle. Il suffit de regarder leur portrait lors de la photo de leur fiançailles, qui est un portrait très émouvant. La posture n'est pas feinte. Il y a un véritable attachement de Lou pour son mari. Friedrich Karl Andreas a cette épaule de l'homme affectueux et solide qu'elle recherchera toute sa vie. Mais il a également cette finesse et cette perfection de l'intellect, et qui, en cela, la domine. Elle se refusera physiquement toujours à lui. Voilà. Et Andreas accepte, sans doute parce qu'il est très amoureux, peut-être parce qu'il pense que ça lui passera, et qu'il y arrivera. Le fait est que, alors,
qu'ils sont mariés. Il y a une fois où Lou, endormi sur un sofa, se réveillera et sentira Andreas sur elle qui a essayé de l'approcher sexuellement dans son sommeil, et elle manquera de l'étrangler. Et à partir de là, le couple Andreas comprend que leurs routes doivent être parallèles. Lou Andreas Salomé refusera toujours toute sa vie de se séparer de son mari, même si leurs routes s'avèrent parallèles jusqu'à la mort de chacun. Lettre de Lou Andreas Salomé à Hendrik Gillot, 13 mars 1882. Malvida Meisenbug a l'habitude de dire que nous n'avons pas le droit de faire ceci ou cela, mais j'ignore totalement ce que représente au juste ce nous. Et pour ma part, je ne connais que le jeu. Je ne peux conformer ma vie à des modèles, ni ne pourrai jamais constituer un modèle pour qui que ce soit. Mais il est tout à fait certain, en revanche, que je dirigerai ma vie selon ce que je suis, advienne que pourra. Elle ne souhaite pas d'enfant. Son mari aura un enfant de sa liaison avec la femme qui est au service du couple Andreas à Göttingen, Maria. Et cette petite fille, qui s'appelle aussi Maria Appel, sera l'héritière de Lou, dans le sens où elle gardera d'elle l'image d'une seconde mère, mais elle gardera d'elle l'image d'une femme libre, dont elle voudra toujours sauver la mémoire. Elle écrit à la grande féministe et amie Gertrude Bäumer que la maternité est pour elle un sentiment d'étrangeté et qu'il faut beaucoup de courage pour être mère. Et elle ne ressent pas cette vaillance en elle pour donner la vie. Cependant, elle n'est pas insensible à la thématique de la maternité qui est très présente dans ses œuvres des années 10-20 et naturellement dans sa correspondance avec ses amis. Elle a beaucoup de tendresse et un regard profond et généreux sur la femme mère. Mais seulement, sa vocation est ailleurs. Sa vocation est certainement dans l'écriture, oui, et dans la découverte de l'être humain. Elle écrit une espèce de monographie sur les personnages féminins chez Ibsen, que son mari, Andreas, traduit pour elle, en allemand. Et ce texte-là est un très très beau texte, qui est d'abord une analyse subtile de la dramaturgie d'Ibsen, et qui est à la fois un livre ouvert sur ses propres conceptions de la femme. Elle sera, à une époque, dans les années 1890, très proche des milieux féministes. Donc, le féminisme est, pour une large part, une invention allemande. On l'oublie quelquefois. Lou Andreas Salomé était une femme libre, et c'est en cela qu'on a pu la considérer comme une féministe, mais elle ne s'est jamais réclamée d'aucun féminisme, même si ses amis, souvent, l'ont considérée comme cette nouvelle femme moderne. Donc, elle a plaidé la cause de la femme. Elle a participé à une image féministe par la vie qu'elle put mener, mais également par sa revendication d'une meilleure émancipation de pensée et de vie. Et c'est peut-être tout bonnement, comme elle l'écrivait, faire de sa vie une œuvre d'art. Elle se prit elle-même comme sujet d'expérience, mais comme sujet d'émancipation, où l'homme n'est certainement pas un adversaire, mais plutôt un partenaire d'égal à égal pour avancer ensemble vers une meilleure égalité de pensée et une égalité aussi de sentiments. Donc les femmes des années 60, 70 et au-delà se sont réclamées d'elles, peut-être parce que dans leur combat, elles recherchaient cette liberté que Lou, de façon très effrontée, a réussi à obtenir 50 ans avant. C'est à partir de là que Lou va être un écrivain qui voyage ou une voyageuse qui écrit. Et c'est là que pour elle commence véritablement une vie de voyage, d'émancipation de femme et d'une grande liberté intellectuelle et d'un grand pan de sa vie où les rencontres vont être nombreuses.
Elle vit d'une bourse qu'elle a en tant qu'enfant du général von Salomé. Orpheline de père, elle obtient cette bourse, mais elle essaye de vivre de sa plume, ce qui est très difficile. Commence alors pour elle une vie de bohème dans le Berlin des années 90. Et donc, Lou l'Européenne va devenir une chroniqueuse littéraire dans l'Allemagne, dans l'Autriche et dans les pays scandinaves de l'époque. À 36 ans, c'est une femme qui rayonne d'une aura, je dirais, sensuelle, voluptueuse et érotique, mais qui n'a certainement pas l'expérience derrière, en tout cas qui n'a pas l'expérience de l'abandon. Ça, je ne veux pas l'affirmer, mais ça se dégage. Et que l'abandon à la fusion amoureuse, l'abandon total à l'autre, elle la vit pour la première fois avec Rilke. Était-elle vierge ou pas quand elle rencontre Rilke? Je ne saurais vous l'affirmer. En tout cas, elle le laisse supposer. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rilke, qui a 21 ans quand elle le rencontre, elle en a 36, incarne pour elle soudain la possibilité de faire se rejoindre la transcendance et la matérialité, de faire se rejoindre le sublime de l'amour et l'abandon charnel. Donc c'est ça qui était assez beau. On peut imaginer que lui était vierge, là. Quand on voit des photos, c'est très émouvant. Il fait très très jeune. Ils se rencontrent en mai 1897 à Munich. Alors, ce qui est amusant, c'est que la rencontre et la figure qui préside leur rencontre, c'est le Christ, c'est Jésus. En effet, cette année-là, Rilke vient d'écrire ses Visions du Christ. C'est des poèmes. Et il tombe sur un court essai que Lou a consacré à... Le titre de l'essai, c'est Jésus le Juif. Et il est intéressé, il lui écrit une lettre en la sollicitant lui lire ses poèmes, parce qu'il trouve qu'entre eux, il y a vraiment une communauté de visions. Voyez-vous, chère madame, j'ai eu le sentiment que par la force implacable de vos paroles, mon œuvre se trouvait sanctionnée, consacrée. J'étais comme quelqu'un qui voit exaucer avec leur pleine charge de bien et de mal de grands rêves, car votre essai était à mes poèmes ce qu'est le rêve à la réalité, le désir à son exaucement. Donc on voit que ça se situe vraiment tout de suite sur le plan de la création, encore une fois de la transcendance. Il la rencontre et il tombe tout de suite sous son charme. Et voilà. Et elle, alors évidemment, donc la correspondance telle qu'on l'a aujourd'hui, elle est évidemment très tronquée. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 134 lettres de Rilke, il n'y a que 64 lettres de Lou. Il y a très peu de lettres datant vraiment de leur histoire, c'est-à-dire de 1897 à 1903, disons, la rupture et les consommants en 1901, mais bon, ça va rien. Il y a très très peu de lettres. Pourquoi ? Parce qu'ils les ont détruites d'un commun accord. Et surtout, il y a énormément de lettres de Lou de cette période amoureuse qui ont été détruites. Donc évidemment, la correspondance telle qu'on l'appréhende aujourd'hui, elle est déséquilibrée, puisqu'on voit une Lou... D'ailleurs, elle n'est pas à l'avantage de Lou. C'est une correspondance où Lou apparaît très sentencieuse, c'est celle qui donne des conseils, c'est celle qui sait tout mieux que tout le monde. Les lettres que Rilke lui envoie sont toujours pour lui faire part de ses névroses et comment s'en sortir, vous voyez. Donc ça ne reflète que très imparfaitement leur histoire d'amour, en tout cas le début. Je veux m'épanouir en toi, comme la prière de l'enfant dans la jubilation sonore du matin, comme un feu d'artifice dans la solitude étoilée. Je veux être toi. Je veux n'avoir aucun rêve qui ne te connaisse, aucun vœu que tu ne puisses ou ne veuilles exaucer. Je n'accomplirai aucune action qui ne te célèbre pas, ne cultiverai aucune fleur qui ne t'orne pas. Désormais je veux être toi, et mon cœur brûle devant ta grâce, comme la petite lampe qui veille devant l'image de Marie. Si je fus ta femme pendant des années, c'est parce que tu fus pour moi la première réalité, où le corps et l'homme sont indiscernables. J'aurais pu te dire mot pour mot ce que tu m'as dit en m'avouant ton amour. Toi seul est réel. C'est ainsi que nous sommes devenus mari et femme, avant même de devenir des amis.
Et cette amitié ne fut guère le fruit d'un choix, mais de noces clandestines. Ce n'étaient pas deux moitiés qui se cherchaient en nous. Notre unité surprise se reconnaissait, tremblante, dans une unité insondable. Ainsi, nous étions frères et sœurs, mais comme dans un passé lointain, avant que l'inceste devint sacrilège. Il rencontre une femme écrivain reconnue, mais il rencontre surtout une femme qui va participer activement à la slavophilie qui déferle sur l'Europe fin de siècle. Et ils vont tous deux rédiger une somme d'articles, de contributions journalistiques littéraires sur l'héritage philosophique et littéraire de la Russie. Et ils vont être très actifs, très engagés, pour Rilke, jusqu'à s'habiller dans la tenue du Russe. Cette femme, qui est une enfant de Russie, souhaite retourner sur les terres de son père, et il va l'accompagner à 2 reprises. En 1899, Friedrich Karl Andreas sera du voyage aussi, et en 1900, ils partiront tous deux. Et c'est là une redécouverte pour Lou de son pays d'enfance, et c'est pour Rainer Maria Rilke une révélation. Il me semble maintenant que toutes les roses du monde fleurissent pour vous, et grâce à vous, et que seul un généreux renoncement de votre part permet au printemps de les garder et de les feindre siennes. Ma limpide source, c'est à travers toi que je veux voir le monde, car du même coup, je verrai non plus le monde, mais toi seul. Toi, toi. Il s'appelait René, donc Maria Rilke, et c'était le nom que lui avait donné sa mère. Et sa mère, d'ailleurs, l'habillait en fille quand il était petit. Et pour lui, ce René, ça pouvait d'ailleurs s'entendre sous l'angle du féminin, hein, René et eux. Et il s'en était confié à Lou en disant que il n'était pas... Et pour Lou, donc Rainer... à l'oreille, c'était beaucoup plus viril, beaucoup plus voilà. Donc elle n'a pas changé son nom puisque c'était simplement la germanisation de son nom. Mais voilà, c'était consacrer un nouvel homme, donc faire disparaître l'enfant fille de la mère toute puissante, qui était Madame Rilke, pour faire naître le jeune poète voilà, dans une plénitude virile et masculine. C'était un des grands génies de Lou, je pense. C'est vraiment d'ouvrir entièrement son être à l'autre, dans sa spécificité, enfin l'artiste très souvent, et de lui faire accoucher de ce qu'il a de mieux en lui-même. Il le dit, il le redit, qu'il lui doit tout. Il lui doit en tout cas sa forme. Il ne lui doit pas évidemment ses dons de poète, ni la puissance de son verbe, mais il lui doit en tout cas la confiance donnée, reçue, réaffirmée tout le temps. Ce qui est magnifique chez Lou, la correspondance d'ailleurs s'arrête à quelques jours avant la mort de Rilke en décembre 1926. Lou est toujours là pour lui. Alors je pense que ça a dû plaire à Lou et en même temps ça devait lui peser énormément. Parce que c'était trop lourd, il lui demandait beaucoup. Alors en même temps, c'est certainement très valorisant, très flatteur, mais je pense que ça a pesé énormément sur leur histoire. Que de sublimité cette femme sait percevoir. Comme elle s'entend à ramener tout ce que les livres et les êtres lui apportent, au moment voulu, à la compréhension la plus sereine. Comme elle sait comprendre, aimer et se mouvoir sans crainte dans les plus ardents mystères. Sa compréhension est une merveille. C'est le second voyage en Russie, en 1900, qui provoque la rupture avec Rilke 3 ans après leur première rencontre.
Oui, cette rupture qui était déjà plus ou moins sous-jacente dans leur relation du fait du malaise, ou plutôt du mal-être du poète, dont Lou était témoin régulièrement. Cette approche de l'homme malade, de cette approche clinique du sujet qu'elle découvrira auprès de Freud, elle en a déjà un aperçu douloureux, intense, auprès de l'homme qu'elle aime. La rupture donne lieu à 2 années de silence, mais à calculons, 20 années d'une correspondance intense où les lettres de Rilke sont d'une beauté magistrale quant à la révélation de sa douleur physique et morale et existentielle. Je me tiens dans le noir comme un aveugle parce que mes yeux ne te trouvent plus. Le trouble affairement des jours pour moi n'est plus qu'un rideau qui te dissimule. Je le regarde, espérant qu'il se lève, ce rideau derrière lequel il y a ma vie, la substance et la loi même de ma vie, et néanmoins ma mort. Tu te serrais contre moi non par dérision, mais comme la main du potier contre l'argile, la main qui a pouvoir de création. Elle rêvait de quelque chose à modeler, puis elle s'est lassée, s'est relâchée. Elle m'a laissé choir et je me suis cassé. Tu m'étais la plus maternelle entre les femmes. Tu m'étais un ami comme en sont les hommes. Tu étais à te regarder femme vraiment, mais aussi bien souvent restée enfant. Tu étais ce que j'ai connu de plus tendre et le plus dur avec quoi j'ai lutté. Tu étais la hauteur qui m'a béni. Tu t'es faite l'abîme où j'ai sombré. Et elle lui écrit « Écris-moi, ne suis pas de thérapie, car il y avait pensé, lui-même se sent découragé de suivre une thérapie qui, écrit-il, extirperait de lui tous ses démons. Or, il avoue qu'il a besoin de son mal-être pour écrire. » Et elle ajoute, effectivement, « Engage-toi dans le processus créateur, jusqu'à la souffrance s'il le faut, je la cite de mémoire, et écris-moi s'il y a un trop-plein de la souffrance, mais tu verras combien l'aboutissement sera superbe. » Et ce sera cet aboutissement en 1922, les élégies. Seulement les élégies laissent Rilke complètement défait, détruit et démuni de toute énergie de vie. Donc c'est un peu comme si Rilke avait été son premier patient ? On peut le dire ainsi, c'est un raccourci rapide mais qui n'est pas faux. On peut le dire ainsi. Elle avait découvert déjà auprès de Nietzsche ce qu'était cette biographie de la douleur. Ainsi avait-elle intitulé l'ouvrage qu'elle a écrit sur le philosophe. Mais lorsqu'elle approche le malaise du créateur auprès de Rilke, effectivement, le chemin est tout tracé vers la psychanalyse. « 1911, c'est le 3e congrès de psychanalyse à Weimar et elle fait la rencontre de Sigmund Freud et elle apparaît sur cette photo bien connue au centre, à côté d'Emma Jung, la femme de Carl Gustav Jung. Et c'est là pour elle, effectivement, une seconde vie qui commence. Lou, Andrea Salomé, évidemment, elle arrive au congrès de Weimar, elle prend contact avec tout ce milieu, elle est célèbre à l'époque. Elisabeth Roudinesco, historienne de la psychanalyse. Et pour Freud, au début, il se demande, comme toujours, à qui il a affaire. S'il n'a pas affaire à une mondaine, quelqu'un qui va s'intéresser de façon légère à tout ça. Et pas du tout. Pas du tout. Elle devient psychanalyste. Après un périple, elle va à Berlin. Elle passe un an à Vienne. Il y a son journal. Et elle est très indépendante. Et elle s'intéresse autant, à l'époque, à Adler d'abord et à Freud. Ensuite. Et Freud est jaloux, il y a des lettres où il n'est pas content qu'elle aille suivre les séminaires d'Adler.
Elles sont très drôles, les lettres. Et en même temps, une amitié très solide se tisse. Elle est de la même génération que Freud, à peu près, ils ont quelques années d'écart, et elle devient une passionnée de psychanalyse. La psychanalyse, pour elle, a cette force et cette priorité Stéphane Michaud. qu'elle laisse la littérature pendant de nombreuses années pour s'astreindre à l'exercice de la psychanalyse. La découverte freudienne en tant qu'œuvre, elle va la repenser à sa façon. Freud n'est d'ailleurs pas d'accord, mais elle va lui apporter beaucoup de choses sur les questions du narcissisme. Et surtout, sans aucun doute, Freud est amoureux de Lou. Mais amoureux de Lou, exactement comme Lou aime l'amour, c'est-à-dire pas forcément une consommation sexuelle. Cher Lou, je vous réécris avant que d'avoir reçu votre réponse, car j'ai enfin lu votre étude en entier. Il ne m'est certes pas arrivé souvent d'admirer un travail de psychanalyse au lieu de le critiquer. C'est pourtant ce qu'il me faut faire cette fois-ci. De vous, c'est ce que j'ai lu de plus beau, une preuve involontaire de votre supériorité sur nous tous, correspondant aux cimes desquelles vous êtes descendus pour venir jusqu'à nous. Très affectueusement, votre Freud. Elle est psychanalyste, en ayant été très peu analysée, il n'y avait pas encore les cures obligatoires. Ça commençait. Elle a surtout étudié la psychanalyse, suivi les cours cliniques. Elle a un sens inné de l'écoute de l'inconscient. Elle écrit à Freud qu'elle attend la psychanalyse depuis l'enfance et à partir de son retour à Göttingen, elle pratiquera l'analyse jusqu'à sa mort en 1937. Et l'on sait par ses contemporaines que Lou n'était pas une praticienne comme les autres, qu'elle avait une approche de l'analyse du sujet clinique très métaphysique. D'ailleurs, l'une d'elles écrit « Je me méfierais des interprétations de Lou Andréas Salomé qui sont très empreintes encore de son héritage philosophique. Lou était une artiste. Lou, écrit Freud, était une hérétique. C'est là que réside toute la marginalité de sa pensée. Elle était une femme libre. » Elle vit sa vie dans le milieu psychanalytique et il n'y a pas d'hostilité. Alors que très souvent, ils étaient féroces entre eux. Surtout du point de vue des mœurs. Lou est une femme libre, qui a des amants, qui se gêne absolument pas d'ailleurs pour avoir des relations avec des hommes même beaucoup plus jeunes. Il y a sa relation avec Tosk, qui est le disciple le plus fou de Freud à l'époque, et on la laisse tranquille. Alors que Freud voulait des disciples qui soient ni séduits, ni coureurs de jupons. Il fallait des disciples absolument moralement inattaquables. Pourquoi ? Parce que c'était une théorie de la sexualité. À partir du moment où elle va s'installer à Göttingen, parce que son mari a un poste là-bas, elle bougera moins et surtout, il va y avoir la Première Guerre mondiale où là, vraiment, les relations... on ne peut plus voyager d'Allemagne en Autriche, par exemple. Elle ne peut plus aller voir Freud. Et puis, il n'y a plus d'argent. Et c'est en ce sens aussi que c'est le monde d'hier dont parlait Zweig, c'est-à-dire qu'on ne circule plus, on ne peut plus circuler. Freud lui envoie des patients, elle a des patients à Göttingen, elle travaille d'ailleurs beaucoup. Freud d'ailleurs lui conseille à un moment donné d'augmenter le prix des séances parce qu'elle est très pauvre. Il lui envoie, sans qu'elle le veuille, sans qu'elle le demande, et notamment après l'installation du nazisme, il lui envoie de l'argent. Göttingen va devenir, dans sa villa, Lou Fried va devenir une espèce de renfermement sur soi, qui est un vieux fantasme chez elle, le fantasme de la maison, du foyer, etc. Elle sortira quasiment plus, elle aura plus beaucoup de visites. Puis bon, évidemment, après, le temps passe, les années sombres, brunes arrivent. Elle assiste dans l'Allemagne de 1933 aux autodafés des œuvres de ses amis, Schnitzler, Freud,
Elle assiste à la montée des extrémismes et elle ne comprend pas ce qui arrive à l'Allemagne. Comme beaucoup de ses contemporains, elle dut s'adapter. Elle a dû, par exemple, signer l'Association des écrivains du Reich. En 1933, Lou Andreas Salomé rédige un texte qu'elle intitule « Mon adhésion à l'Allemagne d'aujourd'hui ». Ce texte est ambigu et effectivement peut prêter à toute forme de lecture et d'interprétation. Mais ce texte ne fut jamais publié. Lou Andreas Salomé l'a déchiré aussitôt. Ernst Pfeiffer, son légataire testamentaire, a recollé les morceaux. Lorsqu'on le lit en détail, on ne trouve aucune ligne qui signe son adhésion à l'Allemagne nazie. Je suis allée voir ce texte en 2011 et on peut y lire les interrogations d'une femme qui a déjà un âge bien avancé, qui est sur le seuil d'un cancer du sein et qui est déjà très affaiblie. Mais elle s'interroge sur ce que sont ses propres origines, sur la terre qu'elle a quittée en 1880 et sur la terre qu'il a adoptée en 1885, qui est l'Allemagne. Et naturellement que dans ce texte, on trouve des termes tels que identité nationale, patrie, race. Ce sont des termes qui, à l'époque, étaient tout à fait courants et on peut les retrouver dans la correspondance avec Freud et sous la plume de Freud, parmi tant d'autres. Elle voit la montée des forces barbares en Europe comme quelque chose dont on peut triompher. Ça explique d'ailleurs sans doute ce fameux texte à la fin. C'est-à-dire, elle se dit, l'Allemagne va rester l'Allemagne que j'aime. Et pas du tout cette barbarie, de la horreur. Elle incarne l'Allemagne des Lumières. Elle incarne une forme de liberté intolérable au nazisme. Elle était considérée comme un démon par ses voisins aussi. Elle était l'amie intime de Freud et pratiquait la psychanalyse, décrétée science juive quand même à partir de 1933. Elle est une insulte au nazisme, qui est dans l'idée de la normalisation des familles, de la bonne race, des bonnes mœurs. Elle appartient à l'ancien monde. Et ce monde-là s'écroule. Lettre de Lou Andreas Salomé à Anna Freud. Je voudrais maintenant formuler un souhait pour toi. Je te souhaite donc que quand tu auras atteint plus du double de l'âge que tu as actuellement, tu restes aussi bien disposé à l'égard de la vie que je le suis. Et de cela, on est redevable à la psychanalyse. Car on devient toujours plus avisé quand on sert la psychanalyse. Et comme l'intelligence plonge toujours plus profondément ses racines dans l'intériorité de l'être humain, même l'âge finit par devenir une expérience incroyablement belle à vivre. On devient plus léger, je pense, et on finit ainsi tout simplement par s'envoler. Lou a totalement vécu sa vie de femme d'une façon totalement pleine, épanouie, jusque dans le grand âge. Sa vie a été une floraison renouvelée, et ça c'est quelque chose d'assez beau. Simone de Beauvoir se réclame de Lou Andreas Salomé. Dans son ouvrage La vieillesse, Simone de Beauvoir rend un hommage vif et troublant à cette femme qui revendiquait la vieillesse comme une nouvelle naissance. Dans une lettre à Anna Freud, elle dit « La vieillesse présente une face digne d'être vécue, comme on ne peut guère en produire la jeunesse. » Donc c'est vraiment, voilà, elle n'opposera jamais sa jeunesse à sa vieillesse, ce qui est quand même remarquable pour une femme qui, dans sa jeunesse, a tout reçu. Hein, la beauté, l'intelligence, elle essaiera justement de poursuivre cette moisson. Et ça, c'est un des aspects, quand j'ai fait cette anthologie, c'est un des aspects qui m'a le plus attaché chez elle. Moi, je dois dire qu'en travaillant sur la biographie, la jeune fille de 20 ans est très agaçante. Elle est fascinante, mais très agaçante. Moi, je n'avais pas une très grande sympathie pour cette jeune femme. Et puis, plus le temps passe, et plus ça devient une femme extraordinaire. Moi, la Lou que je préfère, c'est la grand-mère. Hein. Dans le cahier photo de la biographie, il y a une photographie de 35, elle a donc 73-74 ans. Son visage est d'une beauté, mais incroyable, incroyable. C'est quelque chose qui est frappant dans ces textes, effectivement, c'est de voir à quel point elle vit sa vieillesse d'une façon sereine
Oui, alors ça c'est un combat, je pense, parce que c'est le combat d'une femme, d'une grande intellectuelle qui essaye justement d'utiliser les fruits d'une vie, de passer à l'étude, à essayer au seuil de la mort, et essayer comme un stoïcien de l'aborder, ce seuil, avec le plus grand courage et fermeté possible. Donc elle aura cette fermeté, mais je pense que ça n'a pas été donné, je pense qu'elle l'a conquise. Elle a une pulsion de vie absolument incroyable. Et c'est pour ça qu'elle n'aime pas du tout les histoires de pulsion de mort. Elle est dans la vie. La vie doit être amour, tout doit être beau, lumineux. Il n'y a pas, à ma connaissance, de négativité dans le rapport de Lou à la vie et à l'existence. Il n'y a pas de non. C'est un oui, c'est une santé tragique. C'est dire oui au tout de l'existence, y compris à la souffrance. Et c'est ce qui rend ce personnage fascinant. Lou, pour le dire comme ça de manière un peu cavalière, Lou était une très belle vieille. Voilà, très belle vieille dame. Cette photo qui me reste toujours dans la tête de 1935, ce regard d'une infinie sérénité. Être capable, après avoir traversé le siècle, et ce siècle-là, mon Dieu, d'être allé de Nietzsche et Wagner à 35, les lois de Nuremberg et l'inscription de son nom sur les registres du Reich, après qu'on lui a demandé si Salomé n'était pas un nom juif. Voilà, avoir traversé le siècle, avoir continué à dire oui, et avoir cru dans la puissance d'affirmation de la vie, c'est admirable, oui, oui. Elle décède en 1937, entourée de ses vieux amis, Ernst Pfeiffer, mais également Maria Appel, sa fille adoptive, et elle est en pleine rédaction de ses mémoires que Ernst Pfeiffer rédige, corrige durant 2 années, 1934-1935, ses mémoires intitulées « Ma vie ». Elle n'y fait aucune révélation et il y a une autocensure drastique. Chaque chapitre est intitulé par une expérience et c'est bien cette vie qui fut une somme d'expériences sur laquelle elle eut toujours une réflexion très sensible. La figure de Lou Andréas Salomé nous est familière, mais on connaît très mal son œuvre. Elle a pourtant écrit beaucoup de romans inspirés de ses propres expériences, des essais sur le narcissisme, la place des femmes, la sexualité. Alors pourquoi la lit-on si peu ? On la lit si peu parce qu'en fait, elle n'est pas facile à lire. C'est une langue très très lourde. Si elle avait eu un éditeur aujourd'hui, il aurait fait couper beaucoup de passages. Elle écrivait un allemand très poussif et c'est très dense. Donc, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette anthologie, c'est-à-dire la lire vraiment, et ça n'a pas toujours été une partie de plaisir, c'était un peu long, mais en même temps pouvoir évidemment sortir de sa pensée et ne pas réduire Lou à simplement une égérie, une muse, une compreneuse. She don't want me, she don't want me, she don't want me, she don't want me, now she Il y a un fameux épisode dans leur vie qui est cette promenade à Horta sur le Monte Sacro, au-dessus du lac d'Horta. Et donc elle dira plus tard mais ai-je embrassé Nietzsche ? Je n'en suis pas sûre. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nietzsche a voulu plus qu'elle ne pouvait lui donner. Écoutez, si Lou existait encore aujourd'hui et continuait à susciter des passions, je donnerais le conseil aux hommes qui la fréquentent, ne la demandez jamais en mariage. C'était Une vie, une œuvre, Lou Andréas Salomé, 1861-1937, avec Isabelle Mons, Dorian Astor, Elisabeth Barillet, Elisabeth Roudinesco et Stéphane Michaud. Les lettres de Lou Andréas Salomé, Rilke, Nietzsche et Freud étaient lues par Olivier Martineau, Dorian Astor, Tiffaine de Roquigny et Antoine Beauchamp. Attaché d'émission, Laurence Jeunepin. Prise de son, Yann Frécy, Jean-Richard Dufour, Éric Boisset, Bernard Laniel. Mixage, Manuel Couturier. Réalisation, Marie-Laure Ciboulet.
une émission de Tiffaine de Roquigny. C'était Une vie, une œuvre, Lou André à Salomé, 1861-1937. Merci à Tiffaine de Roquigny et Marie-Laure Ciboulet. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger cette émission et la conserver autant qu'il vous plaira. Sachez que tous les numéros restent, quoi qu'il en soit, disponibles à la réécoute et ce pendant 3 ans sur le site de l'émission, un site où vous pouvez également trouver notre carte mentale hebdomadaire. La semaine prochaine, on reste proche de Freud, ou tout du moins dans sa galaxie, puisque nous parlerons du peintre anglais Lucian Freud, le petit-fils de Sigmund.